d'environnement et de biologie aquatique. Voilà, je t'en prie Alassane. Merci beaucoup Frédéric. Je voudrais saluer chacune de vous et vous dire que c'est un réel plaisir pour moi d'être ici parmi vous. C'est vrai que ça fait une dizaine de jours que je suis en France à l'invitation de l'Université de Montpellier dans le cadre des Montpellier Global Days où il m'a été demandé de faire une présentation sur les empreintes anthropiques, leur croissance et la résilience de la biodiversité aquatique. Et après quoi, j'ai été invité à être panéliste pour parler des questions de grands enjeux de la biodiversité en Afrique. Et donc, je ne pouvais pas être en France et puis ne pas rendre visite, à Frédéric, avec qui on a commencé une collaboration. Et donc, c'est ce qui justifie ma présence ici. Et donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de présenter mon laboratoire et de vous présenter les activités qui sont réalisées. Bien, alors, le laboratoire, c'est un laboratoire qui est à l'Université d'Anguilla-Blogois, comme c'est mentionné là. Mais avant de vous présenter le laboratoire et ses activités, juste vous situer la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas déjà où se trouve la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest. Et elle occupe une position plus ou moins centrale en Afrique de l'Ouest. Et de par cette position-là, elle héberge ou elle renferme tous les écosystèmes. Écosystème au niveau aquatique, écosystème d'eau douce, écosystème saumâtre et écosystème marin. Juste ici, vous présentez un peu les écosystèmes d'eau douce. Comme vous le voyez, le pays est densément irrigué. C'est environ 537 rivières et fleuves permanents, 7 lacs de barrages hydroélectriques, 147 retenues agricoles, 368 retenues d'élevage, 26 retenues d'alimentation en eau potable et 33 retenues à usage mixte. Au niveau lagunaire et marin, c'est environ 1200 km² pour la superficie lagunaire et 550 km de façade maritime. Et si on prend la zone économique exclusive de la Côte d'Ivoire, c'est environ 200 000 km². C'est dire simplement que les eaux en Côte d'Ivoire ont un enjeu important. Ici, vous avez présenté, les complexes lagunaires. Au fait, en Côte d'Ivoire, au niveau de l'est de la Côte d'Ivoire, vous avez les écosystèmes de transition qui sont lagunaires. En revanche, du côté est, vous avez plutôt des estuaires. Et ici, pour vous présenter un peu, les complexes lagunaires, vous les avez ici. Elles reçoivent les rivières qui charrient donc tout ce qui est nutriments, tout ce qui est matière organique. Et donc, le débouché de ces eaux-là, c'est la mer. Il se trouve qu'il y a un seul canal par lequel ces eaux vont dans le milieu marin. C'est le canal de Vridi. Le laboratoire, comme je le disais, est dédié donc à l'environnement aquatique, aussi bien les eaux douces, les eaux lagunaires ou saumâtres et le milieu marin. Son existence, c'est environ 20 ans d'existence. Il y a environ une quinzaine de chercheurs. Alors, c'est vrai que le sexe ratio, ici, en faveur des hommes, on n'a que 4 dames au laboratoire sur les quinzaines. Et on a une vingtaine de doctorants et une quinzaine de masters. Alors, l'objectif assigné au laboratoire, c'est d'appréhender l'environnement aquatique dans sa globalité. Et en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs défis. Mais les défis qui sont liés aux écosystèmes aquatiques sont de 3 ordres majeurs. Le premier, c'est comment arriver à préserver l'environnement et la biodiversité aquatique dans un contexte de dégradation et de transformation des habitats. Pour cela, au laboratoire, c'est la partie biologie et écologie qui aborde cette question de défi. Le deuxième défi, c'est arriver à concilier la réduction de la pauvreté au niveau des activités agricoles, artisanales, avec
la gestion des ressources halieutiques. Donc, c'est à travers les études sur la pêche que nous essayons donc d'apporter, j'allais dire, l'avis de recherche. Et enfin, le troisième défi, c'est comment nourrir une population en ressources halieutiques dans un contexte de croissance démographique importante. Donc pour cela, c'est l'aspect aquaculture que nous abordons au laboratoire pour essayer donc d'apporter un élément de réponse scientifique. Les thématiques qui sont abordées au laboratoire sont de divers ordres, depuis la chimie, en passant par la microbiologie, la plantologie, l'entomologie, la carnicologie, l'éthiologie, l'herpétologie. Ici, on travaille aussi bien sur les amphibiens que les crocodiles, la génétique, l'halieutique et l'aquaculture. Donc, ce sont les thématiques qui sont abordées au sein du laboratoire par la quinzaine de chercheurs que nous avons. Ici, je vous présente les différentes pressions. Les pressions d'origine agricole, c'est tout simplement que les prises d'eau se font dans les fleuves pour irriguer, j'allais dire, les plantations, et les rejets de ces plantations repartent par des canaux, des drains dans le fleuve ou dans la rivière. C'est l'orpaillage. Quand les orpailleurs ne sont pas installés dans le fleuve ou dans la rivière, ils sont installés au voisinage des rivières parce qu'ils ont besoin d'eau pour leurs activités. Et les rejets d'eau repartent encore une fois dans la rivière. Ce sont les égouts, les eaux usées qui repartent, j'allais dire, dans la rivière. Ce sont les agro-industries qui rejettent les effluents industriels dans la rivière. Là, c'est une rivière que vous avez. C'est l'extraction de sable donc, qui perturbe tout l'écosystème. Ou bien, c'est des installations qui sont faites directement dans les lacs avec, comme vous le voyez, des supports qui, chaque année, subissent donc une dégradation au niveau, j'allais dire, de la réaction chimique entre les barriques en fer qui sont utilisées et le milieu aquatique. Et ici, vous avez une idée des différentes couleurs des eaux des écosystèmes aquatiques de Côte d'Ivoire. Je vous laisse simplement vous faire une idée. Voilà. C'est pour dire simplement on a des eaux relativement propres, mais il y a des eaux qui sont dégradées. Alors, les projets qui sont en cours dans notre laboratoire, qui sont menés actuellement, le projet 1 s'inscrit donc dans le défi 1 que j'ai indiqué, celui de préserver la biodiversité, l'environnement, vis-à-vis donc de la dégradation et la transformation des habitats. Dans ce cadre-là, c'est d'abord connaître la biodiversité, sachant bien que cette connaissance est basée sur une bonne connaissance taxonomique qui constitue donc un frein dans nos pays pour certains organismes. Donc, sur la base d'une nouvelle approche moléculaire, on veut essayer de caractériser la biodiversité et aussi penser à sa conservation. Tout à l'heure, je vais en parler. Le deuxième projet qui est abordé actuellement, qui s'inscrit donc dans le défi 2, c'est lui donc de concilier la réduction de la pauvreté avec la gestion des ressources halieutiques. C'est arriver à proposer une réglementation pour une exploitation rationnelle des ressources halieutiques. La troisième question qui est abordée dans le projet en cours, c'est d'apprécier donc la qualité de l'eau. La qualité de l'eau vis-à-vis des pressions, j'allais dire, comme l'orpaillage, comme, j'allais dire, l'agriculture. Et à ce niveau, on travaille aussi bien sur la matrice eau, à travers donc des capteurs passifs qu'on on les met dans l'eau pendant 15 jours. C'est sur un papier qui sont produits donc par des collègues allemands qui vont concentrer pendant 15 jours les pesticides et les métaux lourds et qui après sont acheminés en Allemagne pour doser les métaux lourds et les pesticides. C'est aussi la chair des poissons qui sont prélevés sur les différentes tailles et qui sont dosés pour avoir une idée du taux de polluants dans l'eau et dans les poissons, sachant bien que certaines populations utilisent l'eau pour leur propre consommation. Et donc, il y a une exposition,
j'allais dire, les populations à ces polluants. Donc on essaie à notre niveau, par des enquêtes, pour avoir une idée du taux ou la quantité de poissons consommés par les populations et se dire plus ou moins voici le risque auquel ces populations sont confrontées. Là, vous pouvez faire une idée, hein, ça c'est de l'eau qui vient de l'amont, celle-là vient de l'affluent et tout de suite on voit les colorations des eaux. C'est aussi les plastiques. Aujourd'hui, dans le plan stratégique national, la Côte d'Ivoire a le slogan suivant, Sublime Côte d'Ivoire. Sublime Côte d'Ivoire, avec les déchets plastiques que nous avons, cette vision-là, j'allais dire un peu paradoxale. La ville d'Abidjan, c'est environ, j'allais dire, on va revenir, c'est environ 200 tonnes de déchets par jour. Et ces 200 tonnes, la majeure partie, c'est des plastiques. Et la ville d'Abidjan elle-même a un slogan, Abidjan, ville durable. Mais quand on regarde, j'allais dire, la pollution par les plastiques, on se dit, est-ce que ce slogan ça va à la valeur d'exister? Alors, donc ce qui nous intéresse, c'est qu'on s'est dit, ces plastiques peuvent être fermés ou peuvent être ouverts. Quel est le biofilm ou quels sont les organismes qu'on a à l'intérieur comme à l'extérieur de ces plastiques qui flottent? Donc, ce qu'on a fait, c'est de mettre un dispositif expérimental avec des bouteilles fermées et ouvertes et semi-fermées. Et donc, voir le biofilm qu'on a sur ces plastiques pour les caractériser. Et ça se fait avec l'Institut Pasteur qui travaille sur les parties pathogènes. Et nous, on travaille sur, j'allais dire, le biofilm algal. La cinquième question, qui correspond donc à l'objectif 3, nourrir une population en ressources halieutiques dans un contexte de croissance démographique importante. Alors, c'est que nous, à l'université, on n'a pas tous les grands moyens, mais on a réussi quand même, grâce à des appuis, à mettre en place une ferme piscicole expérimentale qui existe depuis 2018, où on a mis en place une formation en aquaculture et en pêche. Les étudiants sont formés sur place et l'objectif, c'est fournir aux étudiants des alevins pour qu'ils puissent eux-mêmes s'installer. Et pour nous, c'est une façon de résoudre le problème d'employabilité et d'accroître la production. Et ces étudiants-là, ils travaillent aussi bien dans la formulation d'aliments à partir de déchets agro-industriels comme les fèves de café et les carbones de cacao, mais aussi avec des intrants naturels qui sont produits comme les vers de terre, comme des larves de mouches. Alors, juste pour vous expliquer un peu avec les maigres moyens ce que nous faisons au niveau Diatomée. Alors, dans les rivières, c'est le biofilm que nous récoltons, soit c'est pour l'aspect taxonomie, soit c'est pour l'aspect fonctionnel, pour voir un peu la biomasse chlorophyllienne. On essaie donc de faire du mieux qu'on peut avec le minimum que nous avons. Et par la technique de dégradation de la matière organique, on arrive donc à avoir ces formes, ces différentes formes, qui nous permettent donc de donner une idée de la biodiversité. Sachant bien qu'au niveau de cette biodiversité, la taxonomie n'est pas bien connue dans nos pays. Ici, c'est un peu au niveau des poissons, capturer les poissons, si possible, par des méthodes non létales. Parfois, on est obligé de les sacrifier pour pouvoir mieux apprécier un certain nombre de paramètres liés à la reproduction et à la taille. Et parfois aussi, quand on doit faire des pêches de sauvegarde, quand les milieux sont perturbés, c'est donc avec les hors-bords qu'on essaie donc de sortir les poissons et les transférer vers des habitats similaires aux habitats qui sont dégradés. Alors ici, c'est présenté, c'est vrai que ce sont les travaux qui sont réalisés sur les Diatomées. Là, c'est juste une publication qui a été réalisée par un de mes étudiants, Nguesson, pour donc avoir une idée de la diversité des Diatomées. Une des espèces a été dédiée à Pierre Compère parce que c'est avec lui que j'ai initié mes premiers pas sur les algues. Donc cette nouvelle espèce lui a été dédiée. Et ça, c'est parce que ça a été fait en microscopie électronique à balayage, que nous n'avons pas. Et nous, on est convaincus que parmi ces espèces que nous inventorions, il y a plusieurs nouvelles espèces, mais malheureusement, il faut aller
en microscopie électronique à balayage pour pouvoir se faire une idée de la biodiversité. Alors, dans la logique où on se dit pour protéger la biodiversité, il faut la connaître. Et avec des collègues du laboratoire, on a produit, j'allais dire, ces dépliants et ces posters pour que les populations puissent nous dire ce qu'ils en pensent. Et ce qu'ils en pensent, c'est que c'est des informations qui sont capitales pour nous. Ils nous disent parfois, ce poisson a disparu, ce poisson n'existe plus, ce poisson on le trouve ici. Et la conclusion, c'est qu'on se rend compte qu'on a une homogénéité des peuplements d'une zone à une autre. Ça veut dire que ces espèces, pour nous, sont devenues des espèces résilientes. Et celles qui ont manqué de résilience ne sont plus là. Ça, c'est du point de vue capture. Mais que dira l'ADN environnemental? Tout à l'heure, on va en revenir. Toujours dans l'optique de préserver donc l'environnement, avec Marbeck, donc, on a essayé d'étudier certains écosystèmes, particulièrement les mangroves. Si je prends les mangroves en Côte d'Ivoire, ici, en 1970, c'était 500 km². En 2013, c'est moins de 30 km². C'est dire simplement que la chute ou la dégradation a été très forte. La raison, c'est le développement urbain, c'est les pollutions industrielles, les pollutions agricoles, et aussi la croissance démographique. Besoin des terres. Et ces lagunes qui sont bordées de mangroves sont dégradées. Ces estuaires bordés de mangroves sont elles aussi dégradées. Au niveau des macroalgues, depuis 10 ans, on observe, j'allais dire, des échouements de macroalgues. Et parmi ces algues, on s'est rendu compte qu'il y avait les deux sargasses qui dominaient, Sargasse nantens et Sargasse frutens qui dominaient. Et les populations nous ont toujours posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire de ces algues? Évidemment, dans un passé, dans un lointain passé, j'ai travaillé sur les macroalgues et je me suis dit, pourquoi ne pas produire quelque chose pour sensibiliser les populations? Et donc, on a produit ce document avec certains collègues pour montrer les différents usages qu'on peut faire de ces algues-là, que ce soit usage alimentaire, médical ou industriel et agricole. Et je manquais un usage, c'est l'usage écologique. Okay? Hier, quelqu'un me l'a rappelé et je pense qu'il faut en tenir compte pour parler de l'usage écologique. Et ces algues, vous avez des échouements qui sont importants. 500 km de côte, 550 km de côte, vous avez des échouements. Les épaisseurs, j'allais dire, sont assez importantes pour avoir 40 à 50 mètres d'épaisseur, de largeur, et en termes d'épaisseur, pour avoir 50 cm. Et du coup, nous qui allons à la plage et qu'on voyait les crabes sortir, vous ne voyez plus les crabes. Et les oiseaux qui mangeaient ces crabes-là, vous ne verrez plus d'oiseaux. Donc c'est pour dire que ces échouements de sargasses ont un effet sur non seulement la biodiversité, mais sur les activités socio-économiques. Parce que ces algues-là, quand elles colmatent les filets des pêcheurs, c'est, j'allais dire, c'est une forte pauvreté qui s'installe. Des collègues du laboratoire ont participé à des travaux sur la lagune Adjin avec le collègue français et ils ont produit ce papier qui aujourd'hui nous donne une idée du phytoplancton, j'allais dire, de la lagune Adjin. Ici, c'est montrer un peu la réponse des écosystèmes face à la pression anthropique. Juste vous faire une idée. Vous voyez ici, en 1975, on avait des forêts en couleur donc verte. Il y avait le fleuve Bandama qui passait. En 1977, on a mis un barrage. Donc, vous avez le barrage qui est là et vous avez le lac de Tabo. Et regardez cette forêt, comment elle a disparu. Aujourd'hui, on est à moins de 15%. En 2017, je ne sais pas combien, mais cette forêt qui était là a complètement disparu par l'activité agricole, parce que l'économie de la Côte d'Ivoire est basée, et on le dit toujours, sur l'agriculture. Et si on prend le lac lui-même, on se rend compte que déjà l'eutrophisation a commencé, et aujourd'hui c'est environ un tiers du lac qui est couvert
par ces végétaux, Iconia, Cassipes, Pistia, Staciotes et Savina molesta, et bien d'autres. Du coup, il y a des conflits qui s'installent, puisque les pêcheurs qui étaient, j'allais dire, en amont, descendre dans les eaux libres qui ne sont pas couvertes, où ils avaient d'autres pêcheurs, et dans ces eaux-là, des opérateurs économiques font l'aquaculture. Donc c'est pour dire que le challenge est encore important. Ici, c'est un peu l'étude qui est réalisée toujours avec Marbeck sur les kystes des dinoflagellés. J'avais indiqué au début que s'il y avait un seul canal qui reliait les lagunes au milieu marin, et c'est ce canal-là qui est emprunté par plusieurs navires, et les rejets des eaux de ballast, les déchets macroscopiques qui flottent, très souvent renferment, je l'ai dit, un certain nombre de dinoflagellés. Et on s'est dit, pourquoi ne pas voir dans 3 lagunes avec des gradients de perturbation différents? La lagune Ébrié qui est vraiment polluée, la lagune Abi moyennement polluée et la lagune de Mondoukou qui est un peu pristine à notre avis. Donc voir quels sont les types de... les dinoflagellés sous forme de kystes qu'on pouvait trouver, et puis essayer de les développer pour voir les différentes espèces. Ce travail est actuellement en cours et il a amené à se poursuivre dans le temps. On a voulu aussi comprendre dans la pollution des plastiques, dans le cadre du projet Patoplas, on a mis des dispositifs expérimentaux dans la lagune et on a essayé de comprendre les colonisations qui sont faites. Aussi bien au niveau de la lagune Ébrié que au niveau de la lagune Mondoukou. Lagune très polluée, lagune relativement peu polluée. On a apprécié les taux d'azote, de phosphore, le rapport phosphore-azote, aussi bien dans les bouteilles fermées que dans les bouteilles ouvertes. Et quand on regarde au niveau de l'azote, c'est 3 fois, dans les valeurs de la lagune de Mondoukou sont 3 fois plus élevées que celles de la lagune Ébrié, aussi bien au niveau des nitrates et phosphates. Et quand on regarde au niveau des bouteilles fermées et semi-ouvertes, on s'est rendu compte que le phosphore était limitant dans les bouteilles ouvertes. En revanche, l'azote était lui limitant dans les bouteilles semi-fermées. On voulait chercher à comprendre quels sont les algues, le groupe d'algues qu'on avait dans ces différents écosystèmes ou micro-écosystèmes. Dans l'eau libre, c'était les cyanobactéries qui dominaient, mais sur le support, aussi bien semi-fermées comme ouvertes, c'était diatomée. Et l'étude se poursuit actuellement pour mener encore d'autres investigations. Au niveau, j'allais dire, de l'ADN environnemental, en Côte d'Ivoire, l'UICN a identifié 17 habitats critiques. Dans ces 10 habitats critiques, un seul est aquatique. C'est la partie cour inférieure du fleuve Bandama. Et comme vous le savez, pour ces québiers, donc habitats critiques, il va falloir chaque 10 ans essayer de les valider ou de les actualiser. La question c'est que, est-ce que, avec toutes les pressions que nous avons sur les bassins versants, on peut considérer cette portion-là comme un québier? Donc avec Naturemetrics, notre partenaire, on a eu donc un financement du CPF qui nous demande, avec l'appui de l'UICN, de confirmer ou d'infirmer l'existence d'espèces emblématiques, donc des espèces d'intérêt pour la conservation. Et donc, on a essayé, et ce travail en cours, de faire des prélèvements dans les aires protégées, mais aussi le long donc, du cours inférieur, en espérant pouvoir retrouver des espèces emblématiques qu'on ne trouve pas, juste à partir des traces d'ADN laissées dans les milieux. Alors, toujours avec Marbeck, on s'est rendu compte que sur la côte ouest africaine, on avait des morphotypes, on avait des difficultés pour certaines espèces de poissons. On s'est posé la question, est-ce que c'est la même espèce quand on quitte la Côte d'Ivoire pour le Sénégal? On s'est dit, il serait intéressant que l'ADN puisse nous aider en cela. Donc avec l'équipe du Marbeck, donc dirigée par Jean-Dominique Durand, on va envisager de 2021 à 2024
cette étude-là sur la côte ouest en vue donc de mettre en place, j'allais dire, une base de données de référence sur la distribution des poissons dans la zone ouest africaine. Ici, c'est toujours pour revenir sur l'aspect plastique. On s'est rendu compte que ce soit dans les sédiments, que ce soit sur la plage, que ce soit sur l'eau, il y avait des plastiques. On s'est dit, il faut faire quelque chose. Après donc la première étude préliminaire, pilote, sur les plastiques mis dans l'eau en étude expérimentale, il faut franchir une autre étape. Et donc, on a proposé dans le cadre donc, des GEAI un projet, on espère bien qu'il sera accepté. Ce projet, on a identifié 5 work packages. Le premier, c'est celui de la séquestration des microplastiques dans les sédiments et dans le sable. Le deuxième work package, c'est de voir l'injection de ces microplastiques par les petits pélagiques qui sont eux-mêmes les proies des thons. Le troisième work package, c'est le biofilm. Le biofilm qu'on a qui se développe sur le plastique. Donc le plastique est ici comme un habitat préférentiel pour un certain nombre de micro-organismes. Le quatrième work package, je l'ai indiqué, les plastiques peuvent venir du milieu marin, mais ils peuvent venir du continent. Quand ils sortent par un seul canal. Quelle est la dérive et la zone de concentration qu'on a des plastiques? Et comment les activités halieutiques, les pêches, arrivent donc à travailler avec ce développement de plastique. Donc ça c'est fait en collaboration avec l'IRD. Et le cinquième package, c'est une animation réflexive avec toutes les parties prenantes pour aider le décideur à prendre la bonne décision sur la pollution des plastiques. Évidemment, quand on a fait de la recherche, on a besoin de se former et de former ceux avec qui on travaille. Et là, vous avez plus ou moins une idée, juste une image des formations qui sont faites à minima, des fois avec nos étudiants pour apprendre un certain nombre de techniques. Ici, c'était le Sigma Plot. Là, c'était envisagé en 2021. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu à cause du Covid. On espère le faire en 2022. Comme je l'indiquais, on a une petite ferme aquacole. On a pu, nous-mêmes, le laboratoire a pu construire un petit bâtiment dans lequel on a nos unités de production d'aliments, broyeurs, mélangeurs. On a l'unité pour produire les larves de mouches et les vers de terre. Les vers de terre sont mis ici dans les silos. Et puis, on a nos fermes expérimentales et les étudiants eux-mêmes participent aux activités parce que c'est ceux-là qui vont poursuivre une fois installés comme privés, comme opérateurs économiques, les activités eux-mêmes pour qu'ils puissent avoir, j'allais dire, leur propre revenu. Pour terminer, en termes de perspective, d'abord, c'est consolider et pérenniser les acquis déjà enregistrés. Renforcer les capacités de recherche aussi bien moyens, humains et matériels. Essayer donc de tenir compte, j'allais dire, des problématiques actuelles pour pouvoir mieux apprécier ou mieux orienter nos recherches. Par exemple, la bioindication à partir donc des approches d'ADN environnemental. Comment arriver à partir des données, ressortir la résilience des organismes. Et puis, ce qui me tient un peu à cœur avec Cécilia ici présent, c'est quelle est la trajectoire, comment l'évolution de nos écosystèmes dans le temps avec le changement climatique. C'est-à-dire en tenant compte de l'ADN sédimentaire ancien. Et évidemment, renforcer les partenariats, les collaborations et travailler en synergie au niveau international. Et ici, vous avez l'IRD déjà avec qui on collabore. Je ne vais pas vous faire l'affront parce que là, c'est bien écrit INRAE parce qu'on a déjà commencé avec l'INRAE, avec Frédéric, il y a, je crois, 2 ou 3 ans déjà. Nikelmetrics, qui est notre partenaire, qui nous fournit tout ce qui est matériel pour l'ADN environnemental. CPF, qui nous finance
pour l'étude d'habitat critique, donc le TBA. Et puis vous avez des partenaires locaux qui nous aident financièrement. Et nous avons aussi des fondations et l'université Florida International University qui nous appuient. Là, c'est au niveau des crocodiles, parce que ces crocodiles-là, ce n'est pas des gros crocodiles, c'est des petits spécimens qui, à la cause de la déforestation, sont en train de disparaître. Et puis vous avez du privé, les privés qui aussi nous apportent, j'allais dire, leur aide. Voilà, c'est sur ce donc prend fin mon exposé. Je vous remercie. Un grand merci à Alassane. Moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ton exposé, c'est la prise directe en tant qu'écologue que vous avez vraiment avec la société civile. Toutes ces attentes vraiment qui évoluent à une vitesse assez fulgurante. Quand tu montres cette évolution du lac, je ne me rappelle plus du nom, mais... Tabo, lac Tabo. Voilà, le lac Tabo avec l'évolution de la couverture forestière, la diminution drastique de la surface de ce lac. Oui, vous êtes vraiment confronté à des problématiques sur vraiment tous les plans. Et puis vous avez, oui, j'ai l'impression, la société qui vous attend au tournant. Et j'ai l'impression que les épaules de l'écologue que tu es doivent être assez lourdes. Et quand je vois un petit peu le travail que nous avons, où finalement, par rapport à ce que tu as, c'est des écosystèmes qui ont l'air hyper stables par rapport à ce que tu nous montres. Je mesure un peu le poids que tu dois avoir sur tes épaules. Effectivement, c'est pas facile. On essaie de faire du mieux qu'on peut, faire le minimum avec le maximum. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Alassane? Merci Alassane, c'était vachement intéressant. Potentiellement j'ai plein de questions, mais je vais en poser une. C'est sur le côté aquaculture que tu as mentionné. Est-ce que juste tu peux nous dire quel poisson est concerné? Est-ce que ce côté expérimental a vocation vraiment à, si tu veux, devenir quelque chose de un peu productif, extensif et pour nourrir des populations, et jusqu'à quel point? Et comment tu gères aussi la partie déchets de ce que produit ce type de ferme aquacole? Alors, déjà, pour l'aquaculture, on fait l'expérimentation, mais ce n'est pas à vocation forte productivité. Le défi, je l'ai dit, comment nourrir une population. Et pour nous, pour optimiser l'aquaculture, il y a l'investissement, mais il y a la formation. En formant des étudiants, en leur donnant la semence, en leur donnant les alevins, en leur donnant les moyens de pouvoir nourrir les alevins, pour nous, c'est une façon d'optimiser l'aquaculture. Donc ici, dans la ferme, c'est juste une ferme expérimentale pour former les étudiants qui sont au master pêche aquaculture et leur donner les alevins pour qu'ils puissent s'installer, pour réduire donc l'employabilité. Et puis, à partir de leur production, ils vont accroître eux-mêmes la production nationale, ce qui nous donc va réduire l'importation du tilapia chinois qu'on reçoit chez nous. Voilà. La gestion des déchets, au fait, alors peut-être que je vais revenir assez rapidement. Alors, je crois que, non, c'est ici. Ah. Alors, les étudiants ont eu cette idée ingénieuse, voilà, de faire un peu l'aquaponie. Vous voyez ici. Donc, ils ont pris, donc, ils prennent l'eau d'ici, et ils essaient, les étudiants de master, d'essayer, soit avec la salade, soit avec la tomate, de faire l'aquaponie. En aval de nous, on a la chance d'avoir, enfin, dès qu'on s'est installé, nos amis de la production végétale ont commencé à faire des expérimentations. Et donc, du coup, ils viennent prendre nos eaux pour la fertilisation, parce que c'est des eaux fertiles, enfin, qui sont enrichies en nutriments, et pour faire leur production. Donc, c'est pour dire que pour le moment, comme ce n'est pas une grosse production, c'est 3 étangs, hein, 3 étangs, donc on arrive pour le moment à, j'allais dire, à gérer ces effluents piscicoles. Voilà. Merci. D'autres questions? Allez, l'ichtyologue, Émilie. Justement, alors moi c'est toujours en agriculture parce que ça m'intéresse pas mal. Donc là ce que vous développez en fait c'est les systèmes avec multitrophiques au final. Et pour les mentionner
l'ensemencement des bassins? Est-ce que c'est avec plusieurs espèces justement pour Enfin, un peu plus fort parce qu'en fait les gens qui suivent sur YouTube ils n'entendront rien. Pour développer justement les multitrophiques, c'est ce que vous faites avec l'aquaponie. Est-ce que du coup vous ensemencez aussi avec plusieurs espèces? Alors, je pense que je n'avais pas répondu à une question qui m'a été posée. Donc, c'est une seule, donc non, je vais répondre en même temps. C'est une seule espèce, c'est le tilapia Oreconus niloticus. C'est celui-là qui est produit, j'allais dire, abondamment dans le pays. Et c'est celui-là que nous maîtrisons mieux l'élevage. Donc, c'est juste le tilapia, parce que lui, il se nourrit du plancton. Et donc, c'est vrai qu'on apporte de la nourriture, mais il trouve naturellement sa nourriture dans le milieu. Voilà. Et du coup, vous avez répondu à ma deuxième question, qui était justement l'utilisation des algues. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement les faire sécher, je ne sais pas, leur teneur en acide gras et vitamine A, mais pour justement nourrir après les poissons je note cette information parce que, comme je l'ai dit, c'est 2018, on est en phase de démarrage. Qui dit démarrage dit essai, des fois échec, essai, succès. On espère que, donc je pense ça comme une bonne proposition, je la note, et pour que ça puisse servir, je vais dire, probablement de charge de recherche si on a les moyens. Merci beaucoup. Merci. Orlan, tu avais une question? Oui, enfin j'avais plusieurs questions moi aussi, mais bon, je vais en choisir quelques-unes. Alors, j'avais deux questions sur le projet les espèces piscicoles emblématiques et reconnaissance, identification. Est-ce qu'elles sont toujours présentes dans ces milieux grâce à l'ADN environnemental? Donc d'abord, j'avais une question par rapport à ces espèces emblématiques. Alors, je ne connais pas bien ces milieux, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de poissons endémiques. Du coup, qu'est-ce que veut dire emblématique? Est-ce que ça va être une espèce endémique? Est-ce que ça va être une espèce qui est importante pour la société? Ou est-ce que c'est une espèce qui va avoir un grand rôle pour le fonctionnement de l'écosystème? Voilà. Qu'est-ce que c'est que endémique en fait? Comment vous définissez ces espèces? Et par ailleurs, du coup, vous avez une banque avec le code génétique de toutes les espèces de ces milieux-là? Pour le moment, on va renseigner GenBank. OK? Sur la base, vous avez fini ou je peux continuer? Oui. Bon, allez, excusez-moi. Alors, donc d'abord, pour ce que j'appelle espèces emblématiques, c'est des espèces à intérêt pour la conservation. Ça veut dire que les espèces qui sont endémiques, qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans cet écosystème-là. C'est pour ça qu'il a été pris comme habitat critique. C'est lui que je viens de présenter. Ces espèces, on les trouve certaines. Mais il y a d'autres qu'on ne trouve pas depuis plus de 20 ans. Est-ce qu'elles sont présentes? Est-ce qu'elles ont disparu? On espère bien qu'avec l'information génétique, on pourra confirmer ou infirmer ce que nous observons sur le terrain. Donc ça veut dire que leur code génétique est déjà inscrit dans les pages? Oui, ça veut dire que c'est... certains non, je vais vous expliquer pourquoi. Nous, ce qu'on a fait pour le moment, c'est que quand il n'est pas connu, c'est le couvillon qu'on prend. On fait passer donc sur le corps et donc dans la bouche pour pouvoir le mettre dans la bain. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait pour les espèces qui ne sont pas connues. Voilà. Mais les espèces qui sont connues, évidemment, qui sont endémiques, on essaie de les rechercher. Mais il y a certaines qu'on ne retrouve plus. Donc on ne sait pas est-ce qu'elles sont présentes. Est-ce que la perturbation ou la pression a fait qu'elles ont pris notre habitat? C'est autant d'interrogations que nous nous posons et on espère qu'avec l'ADN, on pourra avoir une bonne réponse. Oui. Et du coup, là, juste pour aller un peu dans ce sens-là, est-ce que vous avez accès à des collections de muséums où vous pouvez retourner sur des poissons qui ont peut-être disparu, qui sont importants pour la Côte d'Ivoire, et puis retourner pour les séquencer en coupant je sais pas, une nageoire ou un petit morceau, La chance qu'on a eue, c'est que moi, j'ai fait le Musée royal des Tervuren, MRAC, où j'ai fait un peu, j'allais dire, à l'époque avec Fergie Teugels, la taxonomie des poissons avant de basculer sur les algues. On a ce partenariat-là avec, j'allais dire, le Musée royal de l'Afrique centrale. D'accord. Tervuren, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une. Je te prends la parole, Orlan. Quand tu parlais du projet avec les kystes d'Inoficé, oui. Je me posais la question, donc a priori vous avez 3 milieux qui sont donc avec des perturbations donc, très marquées, moyennement et pas du tout, donc pristine, c'est le terme que tu as employé. Et je me posais la question de savoir pourquoi avoir choisi cet indicateur, ce bioindicateur-là, et pas d'autres aussi
en substitution ou en complément de ce dinoflagellé? C'est quoi le choix et la raison de ce choix? Alors, le fait que c'est vrai qu'il fallait commencer quelque part. Et donc, on s'est dit, quand on regarde, les populations ont commencé, pour ceux qui ont un peu d'expertise, à faire l'élevage des huîtres. Les naissins partent de la France et les grossissements et le développement se font en Côte d'Ivoire. Et on s'est dit, tiens, ce qui peut perturber pour le moment et qui peut créer un problème aux pisciculteurs, c'est probablement des organismes qui sont toxiques, parmi lesquels on va cibler, j'allais dire, un groupe, le dinoflagellé, parce que ceux-là peuvent rester dans le sédiment et former des kystes. Donc c'est ce qui a orienté, j'allais dire, ce travail. Voilà. Et toujours par rapport au dinoflagellé, vous avez déjà observé sur, je ne sais pas si c'est beaucoup en Côte d'Ivoire, mais des intoxications pulmonaires avec certaines espèces de dinoflagellés. Je sais qu'il y en a certaines dans les troupeaux qui peuvent poser des problèmes. Le problème, même si ça cause, on ne sait pas. Ouais. Si ça cause, on ne sait pas parce que on a des mortalités de poissons. Des fois, c'est pas... c'est des fois des laboratoires de chimie qui vont. La biologie, parfois, n'est pas associée. Voilà, donc je ne saurais vous le dire. Mais vous avez déjà des suivis de dinoflagellés qui sont en place ou c'est quelque chose que vous comptez? Il n'y a pas de suivi. Ce que je veux dire, tous ces plans d'eau-là, il y a un organisme ivoirien, le Centre ivoirien d'antiposition qui le suit. Nous, c'est au travers des projets, au travers, j'allais dire, de constats alarmants qu'on nous sollicite. Donc il n'y a pas de suivi. Oui. Et Valentin? J'aurais beaucoup de questions sur la partie ADN, mais on pourra en discuter plus tard. C'était juste une question sur comment en fait se passent les discussions avec les politiques locales, avec les populations, parce que là vous essayez quand même de développer beaucoup de choses pour leur faciliter la vie ou pour les sensibiliser sur la protection et la conservation des milieux, mais est-ce que c'est facilement entendu? Est-ce que c'est facile de dialoguer ou est-ce qu'il y a quand même des gros problèmes? Je peux dire, on a les deux. Il y a des gros problèmes et des fois, on s'entend bien. Si je prends le cas d'habitat critique, on sait bien que pour établir ou bien un habitat critique, si on ne les associe pas, ça ne marchera pas. Donc, dans le lancement du projet, on a fait venir les populations, on leur a expliqué l'intérêt qu'ils ont, que la Côte d'Ivoire a à préserver si éventuellement on retrouve des espèces endémiques. Donc, on les associe. Mais en même temps, on leur dit, quelle alternative? Si vous deviez arrêter de pêcher dans ces zones-là, il faut qu'eux aussi il y ait l'alternative. De trouver donc des activités de revenus. Des fois, c'est un peu complexe quand ça passe à l'échelle, j'allais dire, du politique. Parce que le politique, lui, le langage scientifique n'est pas le langage qu'il entend. Voilà. Il nous revient, nous scientifiques, de traduire notre langage scientifique à un langage digeste pour les gestionnaires et eux qui le transmettent aux décideurs. Mais évidemment, ce n'est pas toujours aisé. Voilà. Encore une petite question Sur les mangroves. Oui. On a déjà posé deux. Ah pardon, je ne la vois pas, elle est là. Alors, moi, c'était sur les sargasses. Donc, les sargasses, c'est un gros problème. Il y en a beaucoup, ça s'accumule sur les plages. Oui. Depuis une dizaine d'années, apparemment. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment une raison pour ça? Et aussi par rapport au livre d'utilisation des algues, est-ce qu'il y a vraiment une utilisation de ces sargasses? Est-ce que ce livre est publié? Parce que c'est un problème qui n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. De l'autre côté de l'Atlantique aussi, il y a eu des gros problèmes d'accumulation de sargasses. Okay. Et les gens ne savaient pas quoi en faire. Et puis ça au fait, ce n'est pas un livre, c'est juste, j'allais dire, des brochures de sensibilisation aux différents usages. Alors, les sargasses, quand on regarde depuis la mer Sargasse, je pense que les Américains nous ont envoyé un schéma de propagation avec donc les différents courants, le courant du Gulf Stream, de l'Atlantique Nord, et des Canaries qui descend le courant du Golfe de Guinée, qui le propage depuis la côte ouest de la Côte d'Ivoire vers les pays, j'allais dire, dans la région centrale. Donc, la raison, est-ce que j'ai l'explication? Je dirais non, parce que le changement climatique, peut-être, puisque nous on l'observe d'avril à juillet,
Est-ce que le changement climatique est une raison donc, qui a influé les courants? Est-ce que l'eutrophisation fait que les macroalgues ont suffisamment de nutriments? Mais ce qu'on constate, c'est l'échouement. Voilà. Et pour l'instant, elle n'est pas utilisée, cette algue. Non, elle n'est pas utilisée. Et ce qui est dommage, c'est que les populations, certaines populations, creusent le sable pour les enterrer. Et donc, à chaque houle, ça répare. Quand c'est séché, c'est ramassé, ce n'est pas valorisé, c'est jeté. Les hôteliers, enfin, les infrastructures hôtelières qui sont installées, pour, j'allais dire, la beauté de l'esthétique du paysage, sont obligés chaque matin de le ramasser. Donc, ce n'est pas valorisé. Non, ce n'est pas valorisé. Très bien. Bon, bah écoutez, on va te remercier, Alassane, pour Mais c'est moi qui vous remercie cette belle pour... présentation et puis la réponse aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.